Un autre point de désaccord entre le Niger et l'Union européenne autour de l'octroi par l'Union européenne d'une aide humanitaire de 1,3 million d'euros. Selon les autorités de Niamey, l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger a de manière unilatérale redistribué cette aide à des ONG au mépris des principes de transparence et de bonne collaboration avec les autorités nigériennes compétentes. Niamey ajoute d'ailleurs qu'un audit de ces fonds a été demandé. De son côté, l'Union européenne dénonce une remise en cause des modalités de gestion de l'aide humanitaire qu'elle a apportée dans le pays après les inondations qui ont secoué le pays il y a encore quelques semaines et exprime donc son profond désaccord. En conséquence, l'Union européenne a décidé de rappeler son ambassadeur au Niger. Une actualité qui nous permettra de revenir sur la pertinence de ces aides qui sont généralement octroyées aux États africains, les leçons à tirer après justement cette crise. En tout cas, sans manquer de commenter cette actualité et la décision de l'Union européenne de rappeler son ambassadeur. Devrait-on encore accepter les aides européennes ou encore des puissances occidentales? Nous rentrerons au cœur de ce conflit une fois de plus qui se dessine encore entre le Niger et bien sûr l'organisation européenne. Bonjour mesdames et messieurs, nouvelle semaine sur For You Media Africa et bien sûr avec votre programme de la matinée qui ouvre les programmes sur For You Media Africa, For You Matin. Nous sommes très heureux de vous retrouver en rappelant que vous pouvez également nous suivre à travers nos plateformes Facebook et YouTube en direct et notre application For You Media Africa, mais aussi abonnez-vous à nos chaînes Telegram, WhatsApp ou encore Instagram, sans oublier la 96.3 FM For You Radio. Vous nous suivez en direct 24 heures sur 24. Eh bien, le thème principal présenté, mesdames et messieurs, nous reviendrons, comme vous l'avez compris, sur l'actualité au Niger, entre le Niger et l'Union européenne. La situation, en tout cas, la tension est à son comble. L'Union européenne a donc décidé de rappeler son ambassadeur dans le pays. Le point, en tout cas, la discussion tourne autour, la tension est focalisée autour d'une aide de l'organisation européenne en ce qui concerne après les dernières inondations dans le pays autour de la gestion, l'organisation, la répartition de cette aide. Avant d'y revenir, on aura bien sûr un sujet d'accueil. Mais avant de présenter la thématique d'accueil, je m'en vais d'abord présenter le panel. Sur ce plateau avec moi, le docteur Sango est là ce matin. Bonjour, docteur Sango. Bonjour, Madame Siké. Bonjour aux multiples téléspectateurs et téléauditeurs que j'ai le plaisir de retrouver encore cette nouvelle semaine. Je vais également dire bonjour à mon éventuel contradicteur avec qui nous allons passer l'émission. Bonjour à l'Afrique, bonjour à la technique. J'espère que tout le monde se porte bien comme moi ce matin. Je vais également souhaiter à tout un chacun un bon début de semaine, plein de grâce et de vigueur pour le combat panafricaniste. Merci à vous, docteur Sango, d'ouvrir bien sûr cette semaine avec nous et à nos côtés également, Madame Labaroui, que nous prenons aussi dans le cadre de cette édition du matin. Madame Labaroui, bonjour, merci d'être là. Bonjour à vous, Madame Siké, bonjour à toute votre équipe de For You Media Africa, au docteur Sango et puis à toute l'Afrique et merci de m'avoir invité encore une fois. Eh bien voilà, c'est bien sûr un plaisir de vous avoir sur nos plateaux et on va ouvrir notre émission, notre programme avec un autre sujet quand même d'actualité qui fait des remous depuis plusieurs jours déjà avec cette sortie du président français Emmanuel Macron
eh bien, les propos du président français tenus lors du sommet du G20 au Brésil ont provoqué une vague d'indignation, eh bien, en ce qui concerne Haïti. Dans une vidéo que nous allons, un petit extrait que nous allons tout à l'heure suivre, enregistré, c'était mercredi et diffusé jeudi dernier, Emmanuel Macron qualifie donc les membres du Conseil de transition haïtien de parfaits imbéciles et accuse les Haïtiens d'avoir transformé leur pays en narco-État. Avec le concours de la réalisation, le petit extrait s'il vous plaît. Là, franchement, c'est les Haïtiens qui ont fait Haïti, en laissant le narcotrafic. Et là, ce qu'ils ont fait, le Premier ministre était super, il est défendu, ils l'ont viré. C'est terrible, c'est terrible. Moi, je ne peux pas remplacer. Ils sont complètement cons. Ils n'auraient jamais dû le sortir. Pour Port-au-Prince, ces propos ne passent pas. La diplomatie haïtienne a convoqué Antoine Michon, ambassadeur de France en Haïti, pour faire part de son indignation face à ce qu'elle considère comme un geste inamical et inapproprié qui mérite d'être rectifié. Également, une lettre de protestation adressée au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot lui a été remise. Un dérapage de plus, un dérapage de trop d'Emmanuel Macron alors qu'il a promis le 11 novembre dernier un soutien à Haïti en ces termes, je cite, « La France continuera d'apporter son soutien au peuple haïtien et de soutenir toutes les initiatives visant à rétablir la sécurité et recréer un chemin vers une situation politique stable. » Fin de citation. Ce volte-face fait dire à plusieurs experts que Paris, tout comme Washington, joue un jeu trouble en Haïti. À noter que Haïti traverse une importante crise. L'ancien Premier ministre Gary Conille, nommé en juin dernier, a été écarté à la suite d'un désaccord avec le Conseil présidentiel de transition, notamment sur l'attribution d'un portefeuille ministériel. C'est désormais l'homme d'affaires Didier Fils-Aimé qui est en charge de rétablir la stabilité dans cet État caribéen en proie à la violence de gang. Voilà, merci à la rédaction centrale de For You Media Fotso pour cet élément. Vous l'avez donc compris, hein, voilà, les autorités du Conseil de transition haïtien traité de camp. Voilà, entre guillemets, par le président français Emmanuel Macron, des déclarations perçues comme insultantes et qui ont entraîné une réaction immédiate du gouvernement haïtien qui a convoqué, comme vous l'avez suivi, l'ambassadeur de France pour demander des explications. Eh bien, Emmanuel Macron doit revoir sa façon de parler, de penser les Haïtiens. Les Haïtiens ne sont pas des animaux comme ils le pensaient autrefois à l'époque de l'esclavage. Voilà ce que pensent les autorités haïtiennes. Madame Labarue, on va certainement ouvrir cette actualité avec vous. Le président Macron, après cette insulte parfait imbécile, en tout cas de camp, il accuse les Haïtiens d'avoir transformé leur pays en narco-État. Une contradiction quand même lorsqu'on écoute les analyses en ce qui concerne la situation en Haïti. Les responsables sont directement pointés du doigt, les États-Unis et la France. Ce qui est malheureux, c'est que dans cette histoire, je parle du monde entier, hein, on retrouve toujours les mêmes acteurs, la France, l'Angleterre, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, c'est toujours les mêmes qui accusent les autres alors que c'est eux qui fautent et c'est eux qui commettent le crime, ce n'est même pas une faute. L'histoire de la tragédie de Haïti continue. Elle continue et puis depuis qu'il y a une mission de l'ONU qui a été envoyée, la France soutient, mais la France ne fait rien pour que les choses se stabilisent. Ça, nous le savons. Et quand je dis nous, je parle de tous les Africains. Nous savons quel est le rôle que la France a joué, qui continue à jouer. Il n'est pas dans l'intérêt ni des États-Unis ni de la France que Haïti se stabilise. Si Haïti se stabilise, donc il y aura souveraineté. Donc au niveau du passage pour aller
dans le golfe du Panama et puis au niveau des mers aussi, la mer, l'espace maritime qui concerne Panama, il n'est pas, qui concerne Haïti n'est pas dominé par Haïti, il est dominé soit par ses vassaux qui a au pouvoir suite à des assassinats, suite à des coups d'État, soit avec des pressions qu'on leur mette dessus. Mais ce n'est pas Haïti qui trafique dans la cocaïne, qui trafique, ce n'est pas Haïti qui transporte, les bateaux qui transportent cette marchandise illicite dans le monde. C'est pas une société haïtienne, c'est la société qui est impliquée dans le transport des produits narcotiques, de tout ce qui est Caraïbes, et même je parlerai de l'Amérique latine. C'est la société MSC, c'est une société franco-israélienne. Et vous avez un dossier qui est très très lourd, c'est le scandale Kohler. Kohler, c'est l'un des proches de Macron à l'Élysée. Et ben sa famille est impliquée dans ce scandale. Donc il vient aujourd'hui pour cacher le scandale que nous avons en France qui date depuis 2 ans, même voire 3 ans. Par rapport à cette affaire, et la société MSC, il vient de dire, il les insulte en leur disant que c'est eux, ils ont transformé le pays en narcotrafiquant. Non, mais c'est une tragédie qui n'en finit pas. Une issue pour Haïti, c'est qu'on en termine avec ce monde unipolaire et qui a régné depuis 91 et qui a réduit le monde à l'esclavage. Ils nous réduisent à l'esclavage. Et ça commence à arriver en Europe. L'histoire des Gilets jaunes, elle continue. L'inflation avec le rattachement à l'euro, le travail qui se barre parce que l'industrie se barre aux États-Unis, on leur a coupé l'attachement avec la Russie par rapport au gaz. Donc les Européens aussi commencent à se réveiller, ils commencent à comprendre que ce qu'on a fait du tiers-monde, on est en train de le faire chez eux. Donc qu'on en finisse avec ce monde unipolaire, et puis Haïti retrouvera un peu de paix. Et c'est pas la France est donneuse de leçons. Nous le voyons en Afrique comment ils agissent, et ils donnent des leçons à chaque fois. Tous les 3-4 mois, il y a un incident avec l'Algérie. Pourquoi? Parce que Macron a dit ci, Macron a dit ça, et puis ça continue avec Haïti. Ça l'a fait aussi avec le Mali. C'est un esprit néocolonial qui ne va pas s'arranger, malheureusement. Et plus l'Afrique, parce que moi je compte Haïti comme un État africain, donc plus l'Afrique prospère et plus l'Afrique avance et plus l'Afrique s'implique avec d'autres partenaires, et plus la France fera des gaffes et n'acceptera pas. Et elle ira au scandale politique ou d'une rupture même. Moi, je vois avec l'Algérie, il n'y a toujours pas d'ambassadeur. Donc voilà, ça n'arrête pas avec leur esprit colonial. Merci. Merci à vous, Madame Labarre. Oui, ça n'arrête pas leur esprit colonial. On voit la réaction du président français Emmanuel Macron, Dr Sango. Donc on parle d'un dérapage de trop. Un autre dérapage, peut-on réellement parler de dérapage ou alors de propos qui ont été avancés voilà, de manière consciente en fonction de... Comment est-ce qu'effectivement le colon ou alors les Occidentaux voient les peuples noirs aujourd'hui, ce qui s'explique avec la sortie du président français Emmanuel Macron, on le rappelle, qui a traité ses autorités haïtiennes de cons ou alors de parfaits imbéciles. Écoutez, on ne saurait parler de dérapage parce que Emmanuel Macron est le président de la France. Oui. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Emmanuel Macron, en tenant ses paroles, était bel et bien conscient. Il n'a pas fait ça par dérapage parce que quelqu'un comme lui ne peut pas parler des sujets aussi internationaux sans toutefois
prendre, n'est-ce pas, des prudences. Donc, il faut écarter l'hypothèse de dérapage. Je pense que c'est des propos extrêmement graves qu'il faut aujourd'hui dénoncer et condamner par des moyens d'élimination systématique. Et que toute la communauté internationale doit condamner parce que c'est extrêmement grave qu'au XXIe siècle, un président de la République de la France se donne le droit d'insulter un peuple, tout un peuple, les autorités d'un peuple, d'un pays souverain et indépendant au même titre que la France. Je pense qu'avec ces propos, Emmanuel Macron vient de renouer encore un coup d'épée dans la plaie haïtienne. Lorsque, du point de vue historico-politique, nous savons la cause de la situation de Haïti aujourd'hui. Ouais. Il faut rappeler que dans la situation haïtienne, la France a une responsabilité non seulement historique, mais pénale. Il faut rappeler que Haïti, c'est le deuxième pays indépendant de l'Amérique ou des Amériques en 1804 qui est devenu indépendant après les États-Unis d'Amérique qui se sont unis à travers les 13 colonies. Donc ça fait aujourd'hui plusieurs siècles que Haïti est devenu indépendant et que si on s'en tient à cette façon de faire, Haïti serait aujourd'hui au niveau du développement, au même niveau du développement que les États-Unis d'Amérique, au même niveau du développement que les États occidentaux, au même niveau du développement que tous ces autres États aujourd'hui qui se donnent le torse de donner des leçons aux États sous-développés. Donc je pense qu'en réalité, Emmanuel Macron démontre une fois de plus à travers ses affirmations que la France, en réalité, n'a pas d'intérêt de voir Haïti se stabiliser et se développer. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Parce qu'il est quand même hors de question qu'au moment où la communauté internationale noire, africaine, cherche les solutions pour sortir Haïti, n'est-ce pas, de ce carcan dans lequel les puissances occidentales l'ont volontairement installé, que Emmanuel Macron vienne encore soulever les plaies de l'histoire. Donc, moi, je pense qu'en réalité, c'est non seulement des propos graves, mais aussi et surtout une violation au principe de la souveraineté de Haïti. C'est-à-dire à la violation, n'est-ce pas, d'un principe international autocentré et bien connu qu'on appelle le principe de la non-ingérence dans les affaires internes d'un État. Qui est Emmanuel Macron pour critiquer, n'est-ce pas, la façon de faire des autorités haïtiennes? Est-ce que Emmanuel Macron mesure la dangerosité de ce qu'il est en train de faire? Est-ce que les Haïtiens, et il faut aussi savoir que ce qui se passe en Haïti interpelle aussi toute la communauté noire. C'est pour cela que l'Afrique se doit aussi d'intégrer ce mal qui vient d'être fait à Haïti. Est-ce que Haïti, comme les autres États d'Afrique, peuvent, n'est-ce pas, se prononcer sur le choix des actions prises par des autorités françaises, par exemple? C'est leur choix là-bas, c'est leur problème. C'est des affaires qui concernent la France. Et bien plus, il faut savoir que dans ce combat que nous menons contre, n'est-ce pas, cette domination occidentale, on a toujours eu à faire la peine, on a toujours pris la peine de faire la distinction entre, n'est-ce pas, Emmanuel Macron et le peuple français. D'accord? Emmanuel Macron ne peut pas insulter tout un peuple haïtien. Il ne peut pas le faire. Et il faut savoir que si Emmanuel Macron le fait, c'est justement parce que ces autorités haïtiennes étaient peut-être dans une très bonne posture, venaient de poser une très belle action. Parce qu'il il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, ce penseur qui disait que chaque fois que vous êtes félicité par les pays occidentaux, ça veut dire que vous êtes un mal pour votre pays. Mais chaque fois que vous êtes dénoncé, ça veut dire que vous êtes dans la très bonne logique, la très bonne trajectoire de votre État. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, Macron a mal parce que la décision qui a été prise par les autorités haïtiennes était une décision, n'est-ce pas, salvatrice qui entrait en droite ligne, n'est-ce pas, de l'intérêt de Haïti. Donc, moi, je pense qu'au lieu de poser ce genre d'action sur le plan international, Emmanuel Macron devait plutôt chercher à réfléchir comment réparer, n'est-ce pas, cette obligation morale qu'elle porte sur la tête de Haïti. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Il faut rappeler que le trafic de la drogue qui prolifère aujourd'hui
en Haïti n'est pas justement le fait des Haïtiens. Pas du tout. Il faut rappeler que les Haïtiens ne produisent pas, n'est-ce pas, de la drogue. C'est ce que les autorités, les pays occidentaux, les États-Unis d'Amérique, bref, ce club capitaliste qui domine le monde aujourd'hui, ont tout simplement transformé Haïti en une sorte de terrain d'opérationnalisation de ce trafic, d'accord, de cette drogue-là. Pour ces pays, c'est que Haïti ne doit jamais penser son développement. Haïti doit rester ce pôle, ce théâtre où doit se croiser et s'entrecroiser les mouvements de la drogue. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc moi je pense que en réalité, cette sortie d'Emmanuel Macron devrait avoir du répondant, non seulement des autorités haïtiennes, mais aussi et surtout de la communauté noire tout entière. Je suis un peu pantois lorsque je vois et j'observe le silence de certains États africains qui n'arrivent pas à se prononcer. Et le silence de l'Union africaine, le silence de la communauté noire aux États-Unis d'Amérique. Il est important aujourd'hui que face aux problématiques qui touchent les Noirs sur le plan global, et qu'on ait aussi une mobilisation globale. Ça donnera, n'est-ce pas, de la cohérence, de la performance et de la puissance à notre combat. On ne doit pas toujours penser que le problème de l'autre le regarde seul. On doit converger des actions, on doit apprendre à parler avec unanimité et univocité chaque fois que nous sommes attaqués en tant que communauté noire. C'est pour cela que le combat que les États de l'AES sont par exemple en train de mener aujourd'hui, c'est un combat qui intègre aussi la cause haïtienne. Ce n'est pas un combat qui reste seulement sur les terres africaines. Encore que Haïti, nous savons que Haïti c'est l'Afrique. C'est l'accident de l'histoire. C'est pour des raisons esclavagistes et colonialistes que Haïti s'est retrouvé au milieu, n'est-ce pas, des Amériques. Donc, on doit apprendre à rester cohérent, n'est-ce pas, avec l'histoire et comprendre que Haïti et l'Afrique forment une seule et même personne. Donc, moi, je pense qu'il est important, tant urgent, que l'Union africaine fasse une sortie pour dénoncer cela, que tous les États africains fassent une sortie pour recadrer stratégiquement et politiquement Emmanuel Macron, qui pense que au XXIe siècle, il peut encore se donner le droit de se comporter comme si on était à l'époque de l'esclavage et de la colonisation. Donc, pour moi, à mon humble avis, je pense que ce n'est pas un dérapage, c'est des propos extrêmement graves qui demandent la mobilisation globale des Africains et des peuples noirs en général. Donc, moi, je ne suis pas en train de privilégier le dérapage. Emmanuel Macron sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il va, et il sait là où il va, il sait pourquoi est-ce qu'il a tenu des pareils propos. C'est justement parce que dans l'intention des turiféraires de la colonisation et de l'esclavage, il n'est pas de leur intérêt que Haïti puisse penser à une stabilité un jour. Or, on voit bel et bien que ces autorités, bien que mal, sont en train de travailler pour essayer d'apporter une sorte de stabilité en Haïti. Depuis la mort de leur premier ministre, Haïti est en train de chercher à se stabiliser politiquement. Pourquoi donc au moment où Haïti, conscient du fait que ce premier ministre par intérim qui a été limogé, ne jouait toujours pas le rôle dans le sens de la stabilisation du pays et qui vient d'être viré, que Macron se lève pour porter, n'est-ce pas, des leçons aux autorités haïtiennes qui, du point de vue, n'est-ce pas, souverainiste, doivent agir conformément à leur liberté, conformément à leur indépendance. Donc, je pense que c'est aussi une leçon pour comprendre que, en réalité, il n'est pas seulement important de penser que on doit rester dans la logique de ces indépendances octroyées. C'est-à-dire, le cas de Haïti aujourd'hui est un cas interpellateur qui démontre que le paradigme du temps long en ce qui concerne l'obtention de l'indépendance n'est pas toujours suffisant pour être un élément de développement. Parce que si le développement était le fait,
n'est-ce pas, d'avoir eu très tôt son indépendance, on voit bel et bien que Haïti aujourd'hui serait un État développé. Donc, ça pose aussi à s'interroger sur la qualité des indépendances que nous cherchons aujourd'hui. Est-ce que nous cherchons des indépendances sous-traitées ou alors nous cherchons des indépendances qui nous donnent la licéité et le pouvoir d'impulser les politiques publiques capables de satisfaire les intérêts de nos États? C'est ça la question aujourd'hui. Le cas haïtien est un cas pathétique et tragique qui interpelle les États africains aujourd'hui quant à ce qui concerne la qualité des indépendances que nous cherchons. Et je pense que les États de l'AES sont en train de démontrer à suffisance là, aujourd'hui, qu'il n'est plus question de rester dans ces indépendances factistes, dans ces indépendances sous-traitées. Il est question de lutter véritablement pour des vraies indépendances, parce qu'après l'obtention de celles-ci, on n'aura plus à faire face à ce genre de dérive, à ce genre de dérapage que Emmanuel Macron vient de faire. Si Haïti était par exemple un État comme la Corée du Nord, un État comme la Russie, un État par exemple comme le Cuba, je pense que Emmanuel Macron aurait réfléchi par 1000 fois avant de sortir une telle affirmation. Donc s'il l'a fait, c'est parce qu'il sait qui est Haïti. Il sait quelle est la situation haïtienne. Il sait que Haïti, à l'état actuel des choses, reste encore un pôle de domination, un pôle, n'est-ce pas, d'exploitation, un pôle qui n'a pas d'autre rôle à jouer sur le plan international que de rester cette entité instrumentale au jeu de leur manipulation internationale. Donc, cherchons à obtenir les vraies indépendances parce que c'est celles-là qui nous permettront d'agir conformément aux principes de notre volonté et de nos desiderata. Merci à vous, Dr Sango. Et c'est avec ces propos qu'on ferme la page accueil. Et on va directement aller prendre le thème principal de ce matin avec cette actualité. La tension, ou alors les tensions entre le Niger et l'Union européenne. Le point, en tout cas, le problème se trouve au niveau d'une aide, voilà, une supposée aide, entre guillemets, de l'Union européenne. Il faut savoir que suite aux inondations, vous vous rappelez, il y a encore quelques semaines, peut-être quelques mois, il y a eu des inondations dans plusieurs pays, d'ailleurs africains, pour ne citer que l'Afrique, et d'ailleurs autour du Sahel précisément. Alors, il y a eu cette aide de l'Union européenne, on parle d'1,3 million d'euros qui aurait été débloqué pour venir en aide aux familles sinistrées. Alors, le gouvernement de Niamey a fait une sortie via un communiqué, a exprimé, parce qu'à la suite de cela, l'Union européenne a communiqué, bien sûr, dessus, en ce qui concerne cette aide, et les autorités de Niamey ont exprimé leur étonnement face à cette annonce, et le Niger a donc fustigé par la suite ce genre de financement dit aide au Niger et se retrouve justement que ces financements se retrouvent à être distribués aux ONG sans même que l'État du Niger ne soit, du moins, voilà, qui est censé être aidé, ne soit mis au courant. Donc l'Union européenne a redistribué ces aides aux ONG sans que l'État du Niger ne soit même mis au courant justement de cette aide. Et du côté des autorités européennes, on s'étonne, on estime, en tout cas, on n'est pas d'accord avec ce regard des autorités nigériennes. La remise en cause de la gestion de cette aide, l'Union européenne ne l'accepte pas. Et d'ailleurs, l'organisation a rappelé son ambassadeur au Niger. Mais l'autre interrogation, effectivement, peut-être on va essayer de comprendre comment est-ce que la logique ou alors comment est-ce que cette aide a été effectivement redistribuée, et des voix se lèvent effectivement pour dénoncer cette attitude de l'Union européenne, car certains estiment que dans un pays, bien sûr tous les pays africains sont concernés, encore plus dans le Sahel et le Niger, ces aides qui sont redistribuées à ces ONG peuvent justement être utilisées, cet argent peut être utilisé pour financer des groupes
terroristes. De toutes les façons, ce sont des analyses, ce sont des points de vue et on va les approfondir avec nos invités une fois de plus. Madame Labaroui, la situation aujourd'hui entre le Niger et l'Union européenne, comment est-ce que vous analysez des deux côtés, les deux parties, je ne vais pas dire s'accusent, mais on a l'impression en tout cas s'accusent mutuellement. Le Niger n'est pas d'accord avec la façon de procéder de l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas d'accord et pense qu'on ne devrait pas avoir, l'État nigérien ne devrait pas avoir ce droit de regard sur la redistribution de, je mets entre guillemets, de cette aide, bien sûr, aux ONG. Ben écoutez, on va inverser un petit peu les rôles. Est-ce Oui. que la France ou l'Allemagne ou l'Espagne, un pays de l'Union européenne, accepterait que le Niger envoie du matériel et qu'elle distribue comme ça dans les rues ce qu'elle a envoyé? Ils n'accepteront jamais. Les États-Unis, c'est encore pire. En 1938, il y a une loi qui a été adoptée par le Congrès américain et ça devient carrément un crime aux États-Unis si vous faites un acte pareil. Donc aujourd'hui, et je dirais même depuis les années 70, hein, quand on a commencé à envoyer des ONG sur le territoire africain, voire même asiatique, tout ce que les Occidentaux considèrent comme des pays du tiers-monde, on leur envoie des ONG et c'est à partir de ces ONG qu'on commence à recruter des endocolons. On commence même à les recruter, soi-disant, pour être responsables de tel bureau, de tel bureau. Ils sont payés en dollars et puis le jour où on leur demande des services, ils diront pas non. Je vais vous citer un pays que j'ai souvent attaqué sur votre chaîne, mais pas pour rien. Et à chaque fois, je vous ai envoyé ce qui prouvait ce que je disais. Oui. On prend l'exemple des Émirats arabes. Il y a 4 ans, le porte-parole de Hamas, Oussama Hamdan, il sort et il dit, voilà, l'ONG Émirati, le Croissant Rouge, eh ben, on a découvert ils ont découvert des espèces de petits appareils, bien sûr, mais microscopiques, pour espionner. Ça, c'est les Émirats arabes. Les Émirats arabes, ils l'ont fait aussi au Soudan, ça. Ils l'ont fait. Ils envoient des choses qui sont minées, des appareils, mais à l'intérieur, on peut espionner. Ils viennent de le faire au Liban. Il y a 10 jours, ils ont envoyé des pyjamas aux Libanais, ceux qui sont en train de quitter le Sud, hein, pour se protéger. Et ben, les boutons des pyjamas, ce sont des micros. Ça, je vous donne juste un exemple de ce que c'est que les ONG. Alors, si l'ONG envoie de l'argent au Niger et c'est le Niger qui distribue, et ben là, ça va être équitable puisque ce sont les autorités qui peuvent estimer qui est dans le besoin, qui n'est pas dans le besoin, qui a été touché, qui n'a pas été touché, et qui vont distribuer à la population avec d'une manière équitable. Mais les ONG ne procèdent pas comme ça. Les ONG, eh ben, ils sont impliqués dans le monde entier pour des déstabilisations. Quand on parle de George Soros, Open Society, l'ANED, c'est la façade civile de la CIA et c'est la CIA qui le dit. Donc ils viennent pas reprocher aujourd'hui au Niger de dire on veut pas des ONG, on veut pas que ça soit les ONG qui profitent. Je ne pense pas que le Niger, quand je dis le Niger, je parle de l'État nigérien, qu'il soit légitime ou pas légitime, ce qu'il raconte en Europe, moi, ça me regarde pas. Moi, c'est ce qui se passe en Afrique qui me regarde. Si les autorités nigériennes s'opposent à ce que ça se passe comme ça, c'est qu'ils ont déjà des éléments. Je sais qu'ils ont des éléments par rapport à la façon dont le Niger est en train d'avancer, comment ils négocient ces marchés. Je sais qu'ils ont des éléments. Et c'est ça qui fait que ça ne plaît pas aux Européens. Ils ne peuvent pas envoyer de l'argent comme ils veulent. L'espace nigérien n'est plus ouvert comme il l'était à l'époque de Bazoum et puis les années précédentes. Donc, ils vont essayer de trouver les moyens de soudoyer des personnes, d'acheter des personnes, voire même d'impliquer des personnes.
Voilà, parce que dans la façon dont agissent les ONG, vous êtes responsable, vous avez les moyens, vous n'avez pas le droit à une aide, mais on va quand même vous donner. Et dans ces cas-là, on va vous impliquer dans une histoire de corruption. C'est ça le rôle des ONG. Comment on a envahi l'Europe? C'est à travers les États-Unis, ils l'ont fait en 1917. Et souvent, j'ai parlé de cette année qui est une année clé pour l'humanité. Et ben, il y a le Lions Club qui est venu s'installer en Europe. Le Lions Club, ce sont les compagnies d'assurance qui l'ont créé. Mais à travers une compagnie d'assurance, vous pouvez estimer la richesse d'un pays entier. Et c'est là où est la gravité des choses. Donc aujourd'hui, le Niger est en train de changer de cap, il est en train de retrouver sa souveraineté, il est en train d'essayer d'avancer sans les aides, parce qu'on a déjà parlé de ce... Le Niger n'attend pas vraiment après cette... Quand on voit les milliards qui ont été donnés aux Ukrainiens et les 10 millions d'Ukrainiens qui ont été reçus en Europe, et ben cette somme ne représente rien du tout. Donc le Niger aujourd'hui, c'est une manière pour le Niger de se débarrasser d'un cancer qu'on appelle les ONG, et ce sont juste des bureaux pour polluer la population, pour continuer à exercer de l'ingérence dans nos pays respectifs, pour aussi recruter du terrorisme, parce que ça a déjà été fait. À travers les ONG, on va recruter des terroristes. Une ONG qui vient distribuer des denrées alimentaires, et ben elle peut voir qui est pauvre, qui n'est pas pauvre, et puis vous avez un dossier à remplir. Il y a un papa qui est décédé, une maman qui a un cancer, hein, des frères et sœurs qui ont besoin de manger. Ça, c'est un bon élément. Ça, celui-là, il est recrutable. On peut le recruter. C'est comme ça que ça se passe, malheureusement. Je vais vous envoyer pas mal de choses sur le rôle des ONG, justement, en Afrique. Et ça, il faut s'en débarrasser. Si les États-Unis, suivez un petit peu les États-Unis, quand ils font une loi pour protéger leur espace, il faut les copier, parce qu'ils vont venir avec les mêmes idées pour essayer de les impliquer chez vous et pour les essayer de pratiquer de la sorte chez vous. On va essayer de faire pression sur les pays du tiers-monde, mais eux, ils sont à l'abri puisqu'il y a une loi qui a été votée par le Congrès qui interdit ça. Pourquoi il n'y a pas d'ONG aux États-Unis? Il n'y a pas de pauvres aux États-Unis? Il y a des millions de pauvres. Des gens travaillent et ils n'arrivent pas à se loger, ils habitent dans des voitures. Mais vous ne pouvez pas aller en tant qu'ONG étrangère vous installer aux États-Unis, aider les Américains. Donc je ne vois pas pourquoi ils viennent. Aujourd'hui, je ne parle plus de l'Europe. L'Europe, tout le monde voit que l'Europe est complètement derrière les États-Unis, et c'est les États-Unis qui décident. Il y avait l'Allemagne qui pouvait, jusqu'à Nord Stream 1 et 2, l'Allemagne pouvait un petit peu parler et puis pouvait un petit peu prendre les devants de l'Europe. Mais aujourd'hui, l'Allemagne, toute l'Union européenne, si les États-Unis ne sont pas d'accord, et ben c'est les États-Unis qui décident. Si les États-Unis font quelque chose, ils obligent l'Union européenne à accepter. Donc, ce sont les États-Unis qui décident qui doit, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et quand je vous parle de la net et Open Society, eh ben ça c'est américain et c'est eux qui ont le plus grand rôle. Si je parle des Émirats arabes, mais les Émirats arabes, ils ont même pas une armée, ils sont moins de 800 000 dans le monde. C'est pas eux qui décident. Ce sont les sociétés et puis ce sont aussi les associations israélo-américaines qui sont aux Émirats arabes qui agissent. Donc le Niger aujourd'hui essaye moi je vois ça comme ça, il essaye de gagner des points justement pour commencer à limiter l'ingérence. Il y a une occasion pour dire aux Européens, les choses ne se passent pas comme ça, on n'agit pas comme ça, le Niger est souverain, donc le Niger va commencer à chasser ses ONG. Et puis, c'est très, très bien. Il y a aussi une autre ONG dont on parle jamais. Elle est liée au Vatican, c'est Caritas.
Caritas est impliqué dans des histoires terroristes. On utilise l'Église. Et Dieu sait que l'Église est, je le dis souvent, ça, l'Église est innocente des pratiques d'êtres humains, hein, salopards, qui vont utiliser justement l'Évangile et l'Église pour recruter des terroristes et financer des terroristes. Comme on a utilisé aussi la mosquée. Donc, toutes ces ONG, elles sont à dégager de chez nous. Le Niger est assez riche. Il suffit juste que le Niger se stabilise. Et puis, à partir de ce moment-là, on peut voir des investisseurs, des gens qui seront intéressés par travailler, gagner de l'argent, mais faire gagner de l'argent aussi au Niger, et les choses iront bien. Mais non, il ne faut pas que ça se passe comme ça. Il faut qu'on envoie les soldats cachés à travers. Ce sont des soldats, justement, ça rentre dans la guerre hybride, ce sont les soldats cachés qui sont les ONG, les responsables d'ONG pour continuer à polluer l'Afrique et l'espace africain. Merci. Merci à vous, Madame Labaroui. Retour sur ce plateau après votre analyse, à votre suite, docteur Sango. Alors, cette aide, on comprend, d'après l'analyse de Madame Labaroui, effectivement, que ces ONG sont généralement utilisées à des fins, en tout cas pour préserver certains intérêts occidentaux. On comprend que ce sont des outils qui sont utilisés par certains États occidentaux pour justement poser un certain nombre d'actes contre les États, surtout africains. Alors, on comprend la situation. On a là en face une aide redistribuée par l'Union européenne dans un pays souverain. On parle bien sûr du Niger, mais sans que cet État ne soit mis bien sûr au courant non seulement de cette aide, mais aussi comment est-ce que cette aide a été redistribuée. Et la réaction de l'Union européenne est quand même inquiétante quand même, parce que l'Union européenne ne comprend pas la réaction des autorités nigériennes. Oui, je pense qu'il serait aujourd'hui difficile de faire une analyse autre que celle que Mme Linda a bien publiée, parce qu'aujourd'hui, on voit bel et bien que c'est sous ce prisme-là que les actions de l'Union européenne s'inscrivent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a que vous voulez m'aider, je refuse l'aide et vous vous fâchez? Le problème se trouve où? Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les autorités nigériennes ont une nouvelle conception de l'aide au développement. L'aide qui ne vous permet pas de vous passer d'une aide, en réalité, n'est pas une aide. C'est un poison. C'est un instrument de contrôle. C'est un instrument qui permet aux donateurs, n'est-ce pas, de vous tenir infinitésimalement. Donc, il faut rappeler qu'en réalité, le Niger d'aujourd'hui n'est plus le Niger d'hier. Le Niger d'aujourd'hui est le Niger qui est, n'est-ce pas, en train de chercher à couper tous les éléments de domination, à couper toutes les passerelles, n'est-ce pas, par où passait la domination et les infiltrations. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. En réalité, la problématique des ONG, nous le savons et nous avons toujours dénoncé ces ONG ici. Il faut rappeler que sur le plan technique et politologique, les ONG n'évoluent dans un état que parce que l'État l'a voulu, n'évolue dans un état que parce que l'État a une influence et un contrôle, n'est-ce pas, sur un droit de regard. Absolument, absolument. Les ONG n'évoluent pas dans un territoire, n'est-ce pas, ex nihilo. Les ONG évoluent dans un état indépendant, souverain, qui dicte la vision et le cadrage dans lequel vous devez évoluer. C'est de ça qu'il est question. Or, dans la conception des promoteurs de ces ONG, ils vont vous dire que c'est des organisations non gouvernementales. En réalité, ça n'a pas d'action avec le gouvernement, ça n'a pas obligation de collaborer avec le gouvernement. Mais que non, en réalité, les ONG, en réalité, sont devenus aujourd'hui des véritables outils stratégiques utilisés par des puissances occidentales pour tenir et déstabiliser les dynamiques révolutionnaires et indépendantistes qui sont portées par certains États africains aujourd'hui. Il faut rappeler le contexte qui traverse aujourd'hui le Niger, le contexte dans lequel le Niger évolue aujourd'hui dans ses tractations internationales. Donc en réalité,
après l'échec des bases militaires, et vous savez ce que c'est que ces bases militaires étrangères en Afrique, après l'échec des partenariats économiques et commerciaux que le Niger a eu à dénoncer et à rompre avec ces turiféraires du capitalisme, ils veulent maintenant utiliser un autre outil. Ils veulent maintenant privilégier le soft power, utiliser les ONG pour être, n'est-ce pas, en direct, en parfaite, n'est-ce pas, ici, action avec les terroristes sur le terrain. Parce que quoi? Pour l'Union européenne, il s'agit de donner l'aide humanitaire au Niger en passant par les ONG. Pour l'Union européenne, c'est les ONG qui doivent distribuer cette aide humanitaire aux nécessiteux. On parle là des inondations que le Niger vient de connaître. Mais la question qu'on peut se poser est celle de savoir, est-ce que les ONG sont mieux placées que l'État pour connaître la situation des nécessités au Niger? C'est la question fondamentale qu'il faut se poser. C'est de ça qu'il est question. Donc, dans l'esprit de l'Union européenne, il faut passer par les ONG pour distribuer stratégiquement ces aides-là vers des personnes qui vont jouer leur jeu. C'est de ça qu'il est question. Donc, on passe par les ONG pour alimenter les terroristes, pour donner de l'argent aux personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qui se passe au Niger. Bref, pour financer, n'est-ce pas, leur façon de faire. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, le Niger a eu à voir cela et a dénoncé cette façon de faire. C'est ça qui fâche aujourd'hui l'Union européenne. C'est de ça qu'il est question. Mais je pense qu'en réalité, comme on dit au Cameroun, c'est les pleurs du mbolé. Parce que le Niger n'a plus de choix aujourd'hui. Le Niger est déterminé. Le Niger est dans une position de non-retour. Le Niger est dans une situation aujourd'hui où si il faillit, il va rétrograder au moins 50 ans en arrière dans son processus de souveraineté. Les ONG, en réalité, sont des instruments qui prolifèrent dans les États africains, les États sous-développés, les États faillis. Linda l'a si bien rappelé, vous ne pouvez pas trouver des ONG aux États-Unis d'Amérique. Vous ne pouvez pas trouver les ONG en Chine, encore moins en Russie, pour ne pas parler de la Corée du Nord. Bref, dans des États aussi bien structurés, des États qui ont leur indépendance et leur souveraineté de manière réelle, on n'a pas besoin des ONG. Donc, les ONG sont dénoncées justement parce que elles concurrencent les États sur le plan interne. Parce qu'en se substituant à l'État dans l'octroi d'un certain nombre d'éléments qui relèvent des politiques publiques de l'État, les ONG désorientent même l'attention des citoyens. Les ONG fragilisent même les États. Bien plus sur le plan même économique, il faut dire que les ONG fragilisent et asphyxient économiquement les États sur le plan fiscal. Parce que généralement, elles sont souvent exemptées des impôts. Ces ONG-là ne payent pas les impôts dans les États où elles exercent. Pourquoi? Donc, en réalité, ce sont des instruments qui fragilisent les États, des instruments qui, n'est-ce pas, désorientent l'attention des États vers des problématiques importantes aujourd'hui. Avec ce que l'Union européenne est en train de faire là, l'objectif c'est quoi? C'est de désorienter l'attention des Nigériens vers l'objectif fondamental qui est la rupture et la déconnexion avec tous ces éléments relatifs à l'aide publique au développement. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Or, dans un contexte comme celui du Niger, il n'est pas question, n'est-ce pas, de désorienter les citoyens. Il est question de travailler en osmose, de mettre les citoyens, n'est-ce pas, en accord, de les rassurer et de leur dire que nous sommes engagés dans un objectif, voici comment nous devons nous comporter et voilà où nous devons aboutir. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, les ONG dans les États africains doivent être dénoncées, ne doivent même plus être acceptées parce qu'on ne voit même pas leur rôle. Les ONG n'ont pas d'autre rôle que de déstabilisation. Les ONG doivent être dénoncées au même titre que les bases militaires étrangères ont été dénoncées.
Parce qu'en réalité, c'est le seul élément aujourd'hui, ou du moins l'un des principaux éléments aujourd'hui qui reste assez collant pour déstabiliser le continent africain. Donc, le rappel de l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger, en réalité, est l'expression tout simplement d'une colère de quelqu'un qui a été, par exemple, déçu, de quelqu'un qui a été déniché, de quelqu'un qui a, n'est-ce pas ici, été trahi, exposé totalement par leur façon de faire sur le plan international. Donc le Niger, il faut le féliciter. Le Niger a agi conformément aux intérêts du Niger parce qu'en réalité, il a vu et compris que l'Union européenne aujourd'hui, et quand on sait qui est l'Union européenne, aujourd'hui veut utiliser les ONG pour ramener à zéro la dynamique révolutionnaire qui porte les fruits aujourd'hui au Niger. Donc, comme pour le Niger, c'est une interpellation parce que j'aime souvent faire les analyses au-delà des États spécifiquement africains pour englober sur le plan panafricain. C'est une interpellation pour les autres États africains qui veulent véritablement revertir leur souveraineté de considérer les ONG comme des dangers, des poisons, des ONG comme étant des instruments qui n'ont plus autre rôle que de contrôler les États africains, de déstabiliser les dynamiques souverainistes et de désorienter les citoyens vers l'objectif promoteur qui n'est rien d'autre que la lutte pour leur souveraineté. Donc, au TEP au Niger, au TEP au peuple nigérien qui sont aujourd'hui décidés à rompre avec tous les éléments de colonialité, de domination, qui sont décidés à impulser ce que j'appelle souvent la déconnexion maximaliste. Parce que la situation africaine aujourd'hui donne à voir deux types de déconnexion. Il y a certains États qui font des agitations de surface et laissent croire qu'ils sont en train de lutter pour la déconnexion. Oui. Ils dénoncent telle chose, mais là-bas, ils mettent un peu, n'est-ce pas, des caresses. En réalité, il faut aujourd'hui une déconnexion radicale. C'est elle qui permettra aux États africains de revertir véritablement leur souveraineté et de montrer à ces belliqueux internationaux qu'ici, ils sont déterminés et qu'ils n'ont plus le choix que de concevoir et de prendre la situation telle que voulue par ces États africains. Donc, moi, je pense que c'est un élément qui démontre encore un rapport de force tellement équivalent, tellement favorable au Niger aujourd'hui, qui démontre qu'il est prêt à aller jusqu'au bout tant que l'intérêt du Niger est menacé. Le Niger montre à travers cette action qu'il n'est pas aujourd'hui un seul domaine qui soit tabou dans la lutte contre la domination coloniale. Tout élément qui n'entre pas dans le sens du respect des intérêts, n'est-ce pas, du Niger, des intérêts des peuples africains, mérite d'être dénoncé avec courage, mais aussi et surtout avec des moyens d'élimination systématique. Donc, comme l'Union européenne a rappelé son ambassadeur, on espère qu'il ne va plus revenir. Comme il est parti, il doit rester là-bas parce qu'en réalité, il n'a plus sa place au Niger. Sa place doit être ailleurs que le Niger. Donc, le Niger doit rester déterminé et amener ces pays occidentaux à intégrer la volonté et l'intérêt des peuples africains. À peu près comme l'avait dit Assimi Goïta lorsqu'il prenait le pouvoir au Mali. Oui. Il avait défini un triptyque qui devait orienter le combat malien. Le respect des intérêts du Mali, le respect des choix stratégiques du Mali et le respect, n'est-ce pas, des partenariats stratégiques des États africains sur le plan international. Je pense que ce triptyque est vrai pour le Mali, encore plus pour le Niger et même pour tous les États africains parce que ce sont ces trois domaines en réalité qui ont été embrigadés par les États occidentaux pour asphyxier la souveraineté des États africains. Donc, au TEP au Niger, au TEP au peuple nigérien, qu'il reste déterminé et je pense que le bonheur est déjà en train de se voir. Le bout du tunnel est déjà en train de s'annoncer.
Et pour aller à votre suite, Dr Sango, effectivement, on rappelle que les autorités nigériennes ont affirmé dimanche, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques heures hier, avoir demandé le remplacement de l'ambassadeur de l'Union européenne, justement, avant son rappel, voilà, dans un communiqué. Mais est-ce réellement la solution? Est-ce qu'il faut pousser encore un peu plus? Et d'ailleurs, on le sait également, le Niger, dans son communiqué, a ajouté, a précisé qu'un audit sur la gestion de ces fonds a été bien sûr demandé. On va passer un petit moment avec nos téléspectateurs avant de revenir sur le plateau avec nos invités et on va justement ouvrir le standard avec M. Kofi en Côte d'Ivoire. Monsieur Kofi, bonjour. Bonjour, Manuel. Bonjour, Dr Sango. Bonjour, Madame Labawi. Bonjour, technicien. Bonjour, le standard. Manuel, je voulais parler un peu sur le problème de l'Haïti. Oui. Vous voyez, la souffrance du peuple haïtien est cautionnée par l'Afrique. Pourquoi j'ai dit ça? Quand Emmanuel Macron sort et dit ce qui n'est pas bien sur la population haïtienne, automatiquement tous les pays africains devraient rappeler les ambassadeurs de la France sur le continent africain. Là, nous savons que nous soutenons nos frères haïtiens. Mais ce n'a pas été le cas. Ce n'a pas été le cas. Donc, moi, je vois que la souffrance du peuple haïtien est cautionnée par les pays africains. Sinon, si les pays africains prennent leurs responsabilités, l'Haïti va vivre la paix tout de suite. Parce que quand l'Occident pose une action en Haïti et que l'Afrique répond pas de manière violente, mais de diplomatie et couper tout le lien avec l'Europe et l'Occident, ils vont respecter la population noire qui est en Haïti. C'est de ça il est question. Quand j'ai fini de dire ça, je m'en vais au Niger. Tout d'abord, je voulais saluer le gouvernement du Niger, saluer le président Tiani, saluer son gouvernement. Manuel Achike, il faut changer la monnaie. Je vais vous rappeler une chose. C'est les actions de Kadhafi, le colonel Kadhafi, qui ont servi de commission de l'argent qu'on a utilisé cet argent à tuer Kadhafi. C'est l'argent que Houphouët-Boigny a déposé au Vatican et en Suisse qui a financé la rébellion. Manuel Achike, vous voyez, lors de la rébellion aux élections de 2011 en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur du Vatican, qui n'a pas soutenu l'Occident, qui n'a pas soutenu comment on appelle, l'Europe, tu as simplement dit la vérité que c'est le président Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. L'Occident a tué ce monsieur, ici dans mon pays. Donc je voulais dire une chose. Pour que le Niger, Mali, Burkina vivent en paix, pour se échapper de l'argent que les ONG, parce que ce sont les ambassadeurs des Européens, hein, qui sont les PDG des ONG là, c'est avec eux que l'argent passe et ils infiltrent l'argent de la population en recrutant les djihadistes et les terroristes. Maya Achike, si l'Europe et l'Occident n'ont plus d'ambassadeurs dans les 3 pays du Sahel, est-ce que nous allons manger du caillou? On rapatrie tous les ambassadeurs et on fait appel aux hommes d'affaires. On dit celui qui veut faire les affaires, qui vient, qui n'a pas de taxes à payer sur 15 ans. Mais les gens vont venir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ambassadeurs européens en Afrique. On dit celui qui veut faire les affaires, venez. Tu viens t'installer, sur 15 ans, tu n'as pas d'impôts à payer. Ils vont venir faire les affaires. L'Afrique va bouger, le Sahel va bouger. Pourquoi on ne peut pas procéder comme ça? Le Niger, le Burkina, le Mali, ce franc CFA que la France vend, la France prend les rétrocommissions du franc CFA et il finance les terroristes. Il faut changer la monnaie. Il faut changer la monnaie. Au niveau du Sahel, il faut changer la monnaie. Sinon, l'ambassadeur de l'Union européenne, pourquoi
On dit que l'argent, c'est pas toi, tu es habitué à partager l'argent à la population et il prend la fuite. C'est qu'il avait son projet. Il savait ce qu'il voulait faire. C'était pour financer les terroristes. C'était pour financer le djihadisme. C'était pour financer le coup d'État. C'était pour financer Boko Haram. Pourquoi il prend la fuite? S'il prend la fuite, je pense que le gouvernement du Niger doit réfléchir à niveau. Tous ceux qui viennent au Niger doivent aller se faire enregistrer au ministère des Affaires étrangères. Tous ceux qui veulent venir travailler avec de l'argent au Niger doivent passer par la banque. Il faut changer la monnaie et créer la banque centrale. Comme ça, tout l'argent que les étrangers vont envoyer dans les pays du Sahel, là, vont passer par la banque centrale. Là, on sait qui envoie l'argent. Et comme ça, on va pouvoir contrôler l'argent. Sinon, avec le français, France va fabriquer, il va venir donner ça à ses ambassadeurs européens dans les pays du Sahel et ils vont recruter les terroristes. C'est comme ça, il faut changer la monnaie. Mayela Sike, il faut que le Niger, le Burkina, le Mali changent la monnaie du Sahel, la monnaie du peuple africain, la monnaie de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali, le Burkina doit mettre ça sur le marché dès maintenant. Parce qu'en 2011, le président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire qu'il a été arrêté le 11 avril. Le 31 avril, la monnaie de la Côte d'Ivoire était sur le marché. Pour cela, on a précipité à bombarder le président Laurent Gbagbo, à vitrifier le président Laurent Gbagbo. Donc, pour le moment, comme le Niger est en paix, le Mali est en paix, le Burkina, ils n'ont pas de rébellion. Pour le moment, comme l'Union européenne n'a pas encore dit de vitrifier ces trois présidents-là, qu'ils fassent vite pour nous donner la monnaie du Sahel. Mayela Sike, merci. Docteur Sango, soyez salués. Madame Labaoui, soyez salués. Les techniciens, soyez salués. Le scandale, je vous salue. Mayela Sike, longue vie à toi. Santé de fer à toute ton équipe de For You Media. Santé de fer aussi à tes invités. C'est M. Kofi depuis la Côte d'Ivoire. La victoire, on l'a déjà gagnée. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Kofi, depuis la Côte d'Ivoire. Merci pour cette participation encore ce matin, votre regard, analyse autour de cette actualité. Merci infiniment, Monsieur Kofi. On va prendre un autre appelant au standard. Allô? Bonjour, bonjour, chef Anna. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour et bon début de semaine à vous. Ce matin, je voulais revenir un peu sur le cas du Niger. Oui. Il faudrait que le Niger n'accepte aucun don de l'Europe. Il faudrait qu'il n'accepte aucun don de l'Europe parce que ces dons-là sont infiltrés par les djihadistes. C'est qu'ils vont envoyer des armes, de l'argent. C'est ce que j'avais dit au début, notre argent est fabriqué en Europe. Notre argent est fabriqué, on ne sait pas combien de tonnes il fabrique pour diviser en deux, pour donner aussi aux terroristes et pour donner aussi au gouvernement. Donc, tout ce qui va venir au Niger, comme on dit, c'est donc de tel UNESCO, tant, ils n'ont qu'à tout annuler. Qu'ils prennent des partenaires fiables pour venir construire le Niger, pour venir donner de finances du Niger, pour que les jeunes du Niger travaillent, pour que la population travaille, c'est tout. C'est ce qu'on veut. Les trois pays de l'AES, les dons que les Européens donnent là, qu'ils annulent. Faut plus ils vont prendre aucun don. S'ils n'ont pas pris, ils ne vont pas manger calou. Et c'est ce que mon frère me dit. Ils ne vont pas manger, ils ne vont pas souffrir. La liberté s'arrache. On n'est pas là pour la plaisanterie. On n'est pas là pour la plaisanterie. La liberté s'arrache. Qu'ils prennent conscience. C'était pour ce que je vais vous le dire matin. Merci à vous et bonne émission. Que Dieu veille sur vous. Merci. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, monsieur. Merci infiniment pour cette participation ce matin. Je pense qu'on va rester au standard pour un autre téléspectateur. Allô?
D'accord. On va rappeler les codes d'accès, justement, pour accéder, pour participer à l'émission de ce matin, soit par appel direct ou encore par WhatsApp, le plus 237 683 20 96 61 ou encore le plus 237 693 58 96 68. Vous pouvez également nous retrouver par Skype For You TV. Vous appelez, vous intervenez, vous donnez votre point de vue sur les différentes thématiques de ce matin posées sur la table des discussions. On prend justement le prochain. Allô? Allô? Allô, on a perdu malheureusement notre téléspectateur. Lorsque vous appelez et le standard vous décroche, baissez le volume de votre récepteur à la maison. N'essayez pas de vous réécouter. Ça crée de l'interférence et on ne s'entend pas, justement. En tout cas, le standard reste ouvert le temps que la réalisation... D'accord. OK. On va prendre M. Traoré. Monsieur Traoré, depuis le Burkina Faso. Allô? Bonjour, docteur Sango. Notre l'Inde à la Barbie. On vous salue tous les groupes de Forum Média. Vraiment, quant à la Niger, moi-même, je sais que le problème qu'ils sont en train d'amener, comme ils ont cherché tous les portes pour rentrer et on n'a pas trouvé les portes à rentrer. Donc, on va amener les ONG là. L'ONG même, et ils sont là pour passer les terroristes. Quand un temps là, il était en Centrafrique, on a essayé de donner les paysans l'argent contre le témoignage des formateurs terroristes en Centrafrique. Tout le monde a vu ça. On a dénoncé ça partout. Ils sont là seulement pour nous terroriser, pour financer les terroristes là seulement, sinon ils n'ont pas là pour notre intérêt. Nous-mêmes, on doit chercher tous les ONG occidentaux. On ne va même pas accepter. Si on n'a pas nous donné l'argent, là, on ne va pas mourir. Ils sont venus nous trouver qu'on est en train de manger. Ils vont aller avant et on va manger. Voilà, bonne journée à Forum Média, bon début de semaine. Tous. Merci, c'est Amadou Traoré Ouagadougou. Bonne journée, bon début de semaine à vous également, Monsieur Traoré. Vous nous appelez depuis le Burkina Faso. Merci infiniment pour cet appel. Avant de revenir au standard, OK, on prend notre téléspectateur. Allô? OK. Merci. Je dis bonjour à tous les journalistes actuellement. Nous sommes ravis. Moi, ce que je voulais dire ce matin, je voulais remercier le peuple camerounais. Je voulais remercier profondément le peuple camerounais. Le combat qui est en train de se passer en Afrique, j'ai dit ça aux Camerounais. Aux Camerounais. Parce que je suis à médias, je suis for you. Vraiment, je n'ai pas beaucoup de choses à dire ce matin, mais c'est pour remercier le peuple camerounais. C'est ce que les Camerounais qui sont en train de faire ce combat. Nous, je les remercie beaucoup. Je remercie la journaliste. Celle-là même, nous prenons beaucoup de choses avec tous ceux qui sont sur le plateau. Vraiment, moi-même, j'ai un cœur vraiment meurtri quand je vois ces Africains qui sont vraiment des... On dit actuellement, actuel n'est pas encore l'époque passée, mais vraiment, ça ne dit rien à personne. Sur les Camerounais, qui font ce combat pour nous. Moi, je suis ivoirien. C'est que ce n'est pas dans notre pays, là. Quand je vois des Ivoiriens qui font des... je ne sais pas vraiment... Mon cas me brûle. Quand je vois des Ivoiriens qui viennent sur les réseaux sociaux pour faire des vidéos
On dirait que même s'ils ne vivent pas en Côte d'Ivoire, vraiment, ça me fait très honte. Aujourd'hui, regardez le cas du Niger. Les ambassadeurs européens, ils font quoi au Niger? En Afrique même, ils font quoi? On dit ambassadeurs européens, ils font quoi? C'est des terroristes. Et quand ils se font démanteler, on voit ce qu'ils veulent faire, qu'on voit que c'est un peu mauvais. Ils font semblant qu'ils sont en train d'aller, ou bien ils font des... C'est le problème de nous d'intimidé là, ça s'est passé. Je remercie là et vraiment dans notre combat. Ce matin là, comme moi je me porte un peu trop bien, mais je vais vous remercier. Je remercie le peuple camerounais. Que Dieu les garde, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Merci à vous aussi, monsieur. Merci pour ces encouragements. C'est bien sûr tout un ensemble, hein, parce que vous également, vous faites partie de ce combat. Vous prenez la peine et le temps d'appeler et de participer. Merci infiniment, cher monsieur, depuis la Côte d'Ivoire. Alors, je pense qu'on va d'abord laisser le standard, peut-être qu'on y reviendra, le temps de permettre à nos invités de réagir aussi. Après les différentes interventions, Madame Labaroui, je vous retrouve pour la suite. On rappelle que dans leur communiqué, les autorités nigériennes, en ce qui concerne cette affaire, ont bien sûr précisé que le Niger n'a jamais lancé un appel à l'aide internationale humanitaire suite à ces inondations. Mais il faut aussi d'ailleurs le dire, c'est assez... étonnant tout de même, parce que l'on se souvient qu'après ces inondations, l'Union européenne effectivement annonçait une aide, et effectivement à l'endroit de ces États, surtout du Sahel, qui ont été touchés par ces inondations. Aujourd'hui, on a cette sortie des autorités qui disent qu'elles n'ont jamais lancé un appel à l'aide internationale, et aussi que l'annonce de cette aide non sollicitée est apparue sur les réseaux sociaux 2 semaines avant que les autorités nigériennes ne soient donc officiellement informées. Alors, lorsque les autorités nigériennes demandent le remplacement de l'ambassadeur de l'Union européenne actuelle, bien sûr, qui a été rappelé, est-ce que cette décision est assez suffisante? On a écouté certains, il faut une rupture totale, ne plus carrément avoir un représentant de cette organisation ou alors de l'Union européenne sur le sol nigérien. Est-ce la solution d'ailleurs? Est-ce la solution idoine face à cette situation? Moi, je pense que le fait d'avoir demandé un remplacement, c'est une bonne solution. Pourquoi? Le Niger ne veut pas s'isoler. Tout comme la Russie, d'ailleurs. La Russie, avec son poids, quand la Russie a commencé sa guerre, on voyait que tous les hauts responsables, ça va de Poutine jusqu'à Medvedev, Lavrov, ils disaient il n'est pas question d'utiliser l'arme nucléaire et puis il n'est pas question de faire beaucoup de choses qui pouvaient nuire d'ailleurs à la Russie. Donc la Russie ne voulait pas s'isoler, tout comme le Niger aujourd'hui. Il y a un nouveau monde qui est en train de se dessiner et dans ce nouveau monde, si vous êtes acteur, vous aurez votre place, et ben si vous êtes spectateur, vous n'aurez pas votre place. Et le Niger est en train de chercher sa place justement dans le côté acteur. Donc, on peut pas couper avec un monde qui existe déjà, un monde qui a son influence. Et deuxième chose, c'est que votre ennemi, il faut pas l'éloigner, il faut le laisser près de vous pour voir qu'est-ce qu'il fait et comment il agit. Ça aussi, c'est important. Donc, on peut pas couper avec cet Occident qui a une influence très importante sur le continent puisqu'il domine totalement depuis 2 siècles. Je parle pas de la période de l'esclavage, je parle de la période domination. Eh ben, il a ses endocolons, il a ses organismes, il a son influence tout simplement. Donc, il est préférable de laisser ces agences agir comme ça devant tout le monde et avec une certaine clarté, hein, que de couper. Et à ce moment-là, tout ce qui est clair aujourd'hui et qui agit dans des bureaux qu'on peut voir, eh ben, va se transformer en agent dans la clandestinité.
Et là, ça va compliquer plus les choses quand on passe à la clandestinité. Parce que la clandestinité, on va faire quoi? On va faire appel à des endocolons, justement, à des gens qui sont sur le territoire, qui ont la même couleur de peau que nous et qui vont agir à la place de cet ambassadeur. Donc déjà, moi, je vois là une bonne initiative de demander un changement. Mais dans ce changement, il va y avoir perturbation. Le Niger est en train de perturber, justement, le lien, puisque un homme qui est là, ou une femme, un agent qui est là, il a ses proches, il a ses contacts, et à partir du moment où il est remplacé, il va y avoir une rupture avec ses contacts, et on va passer à d'autres contacts, donc on va ralentir un petit peu le travail de ces ONG, en attendant que le Niger prenne plus de force dans ce nouveau monde qui est en train de se dessiner. Et je viens d'expliquer que le Niger, il faut qu'il reste acteur. Par sa géographie, le Niger est un territoire très important, c'est une terre de passage d'énormément de tribus africaines, donc il y a une influence sur tout le Sahel, c'est l'importance du Niger. Les Haoussa qui sont dans le Sahel, la première tribu, la première importante tribu qui est dispatchée sur beaucoup de pays. Donc le numéro 1 du Niger, c'est un Haoussa. Et il peut continuer à dominer, mais il peut continuer aussi à mettre son influence à lui en place. C'est ça qui est important. Vous ne pouvez pas exclure une force sans la remplacer par une autre force. Si vous excluez la force de ces ONG, la nature n'aime pas le vide. Là, c'est des forces terroristes, des forces occultes qui vont s'installer. Alors qu'en changeant d'ambassadeur, c'est le Niger qui reprend la main, et en essayant de leur mettre des lois justement pour les priver de toute liberté sur le territoire nigérien, c'est les autorités nigériennes qui vont se mettre à la place pour protéger justement le territoire de tout ce qui est force occulte, comme les forces du terrorisme. Je signale quand même à nos téléspectateurs que changer la monnaie ou pas la monnaie, les terroristes sont payés en dollars, ils ne sont pas payés en francs CFA. C'est ça qu'il faudrait qu'on comprenne, c'est plutôt continuer d'aller dans le sens de la dédollarisation qui peut aider. Changer la monnaie, ça c'est pour l'économie, c'est autre chose. Mais tout ce qui est recrutement de personnes nocives sur le continent, malheureusement ces gens-là sont payés en dollars, et c'est ça qui fait leur force. On l'a vu en Syrie, on l'a vu un peu partout. Donc pour revenir à votre question, moi, je vois bien que le Niger est en train de choisir le pas des Libanais, des Algériens aussi, où on exclut. En Algérie, on n'a pas d'ONG. Même Caritas a été renvoyé en 2022 puisqu'ils étaient impliqués dans le financement de terrorisme en Algérie. Donc, il faut se débarrasser de tout ça, mais il faut leur laisser le temps. Le Niger actuellement a des soutiens. Le Niger est dans la AES, je ne vais pas revenir à ce dossier, mais le Niger aussi au niveau du projet gaz, il a le soutien de l'Union africaine, puisque c'est le Niger qui deviendra par la suite la plateforme de distribution de gaz. D'où l'importance de ce gazoduc qui est en train de se faire entre le Nigeria et l'Algérie pour alimenter l'Europe. Donc plus on ira vers ça, vers ce projet, et ce projet est en avance, c'était prévu qu'il se mette en route à partir de 2027, mais je pense que fin 2025, début 2026, il reste un tronçon de moins de 700 km à faire, donc ils sont en avance à peu près d'une année. Donc plus on ira vers ce sens-là, et plus le Niger se stabilisera, parce qu'il n'y a déjà plus le gaz russe, donc le gaz américain qui n'est pas bon,
mais les Américains avaient annoncé il y a quelques mois qu'ils ne pouvaient pas continuer à alimenter l'Europe. Donc c'est le Niger qui sera cette plateforme de distribution et qui va aider les Européens à ne pas avoir une crise de gaz. Donc le Niger est en train de gagner du temps, mais le Niger est en train de prendre aussi des forces, puisque j'ai vu aussi il y a à peu près 2 mois où il y a eu un espèce de congrès où on a réuni tous les médias Hausa. Ce que j'expliquais, c'est la première tribu dans le Sahel. Ils ont fait une belle chose pour défendre justement le Niger, dans le sens où il faut plus laisser place aussi aux médias mensonges. Personne n'a parlé de ce sujet-là sur les télés panafricanistes, c'est dommage, mais c'était très important ce qui s'était passé là-bas par rapport aux médias, pour empêcher les médias mensonges de continuer à nous raconter des bêtises et puis à nous fausser les informations. Donc le Niger gagne du temps, mais il gagne du terrain, et par ses alliances, par aussi sa puissance militaire, par ses accords, parce que maintenant avec l'Algérie, ils patrouillent, l'aviation patrouille ensemble, tout ça. C'était plus par rapport au gazoduc, mais qui a permis aussi aux Nigériens d'avoir un satellite à disposition, c'est le satellite algérien, et puis par rapport aussi aux informations que nous avons sur le continent, il travaille avec les services secrets algériens. Donc tout ça fait que le Niger est en train de se renforcer. Il y a les alliances avec le Mali et puis le Burkina. Ils ont formé cette confédération qui leur permet d'assurer leurs arrières aussi. Et dans tout ça, ils essayent d'avancer pour nettoyer la société civile. Les militaires, on les voit, ils sont là, ils sont habillés d'une manière différente, ils sont armés, mais les plus dangereux, c'est ces agents-là secrets qui sont déguisés en civil, qui font partie d'ONG. Je viens de vous envoyer l'article de la façade civile de la CIA qui est la NED, par exemple. Et puis, par rapport aux Émirats arabes, je vous ai envoyé même un article qui date de 2011. Les Émirats arabes sont utilisés par Israël pour essayer d'espionner le continent africain. Ils ont même eu, grâce aux Israéliens, le programme Pegasus. Donc, quand j'attire l'attention sur les Émirats arabes, je connais, mais même le monde arabo-musulman connaît la dangerosité de cette entité qui n'est outre le vassal des USA et d'Israël. Ils ont fait beaucoup de mal. La guerre de Soudan, on est en train de la payer. Le Niger n'est pas loin du Soudan, c'est juste à côté. Donc le Niger devrait faire attention même aux ONG musulmanes. Il n'y a rien de musulman dans la géopolitique. Il y a des mensonges. Tous ces terroristes-là que nous avons dans le Sahel, ils se disent bien musulmans. C'est soi-disant du djihadisme qu'ils sont en train de nous faire. Donc que ça soit ces ONG musulmanes, alors qu'elles sont sionistes et qu'elles sont terroristes, c'est tout comme Caritas qui s'est impliqué dans des transferts d'argent et donc de la distribution pour recruter. Donc le Niger essaye de se protéger de tout ça, mais il ne faut surtout pas que le Niger réellement s'isole, et c'est ce que le Niger essaye d'éviter. Le monde africain, après les 2 guerres, donc il y a eu la Première Guerre mondiale, la décision de créer la Société des Nations, nous étions absents. La Deuxième Guerre mondiale, il y a l'ONU qui s'est créée, nous étions absents. Aujourd'hui, nous sommes bien présents et nous sommes aussi conscients que tout ce qui est en train de se passer dans le monde, ils sont en train de se battre, c'est pour récupérer l'Afrique. C'est M. Poutine qui a dit en 2006 « Je n'ai pas besoin de faire la guerre aux Européens, il suffit juste de leur enlever l'Afrique ». Donc ça, c'est une phrase qui explique un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, la présence de la Russie pour essayer d'aider l'Afrique à s'émanciper. Donc plus l'Afrique se relèvera et plus le continent européen s'enfoncera
Donc, dans ce monde qui est en train de se dessiner aujourd'hui, il faut que les Africains restent acteurs. Donc, pour le Niger, qui est un pays important du Sahel, il faut qu'il reste acteur, mais il ne faut surtout pas qu'il s'isole. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, garder son ennemi près de soi, au moins on peut aussi l'espionner et voir comment il agit et pourquoi il agit. Merci. Merci à vous une fois de plus, Madame Labarwi. Avant, est-ce le standard, est-ce que M. Gaudi est encore là avant de prendre... D'accord. M. Gaudi, merci d'avoir patienté. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Allô? Oui. Oui, allô, je vous entends bien. Bonjour. Oui. Je voudrais me prononcer d'abord sur... d'abord, j'aimerais saluer tout le personnel de For You Media qui passe tout le temps à nous informer sur ce qui se passe dans le monde entier. Je vais d'abord parler d'Haïti. Je vais profiter de For You Media pour lancer un appel au monde entier, au pays du monde, de vraiment s'unir pour aider Haïti. Parce que la semaine dernière, j'ai effectué un voyage en Haïti, j'étais à Port-au-Prince. Vraiment, c'est l'anarchie totale là-bas. C'est l'anarchie totale. C'est vrai, la force kenyenne est venue pour essayer de rétablir la sécurité, mais c'est impossible. La guerre des gangs fait rage. Ça fait vraiment rage. Et c'est très difficile pour la force kenyenne de pouvoir... C'est vrai qu'ils ont eu l'aval de l'ONU, mais c'est insuffisant, c'est insignifiant pour pouvoir rétablir la sécurité en Haïti. Donc j'aimerais que le monde se mobilise pour essayer de renforcer la force kenyenne pour pouvoir rétablir la sécurité en Haïti. Ceci dit, je vais aller sur le cas du Niger. J'ai vu qu'il y a un problème entre une aide qu'aurait envoyée l'Union européenne. Mais ces Européens, moi, j'ai un peu l'impression qu'ils jouent à un jeu très dangereux. Parce qu'il y a assez de problèmes en Europe. Il y a assez de problèmes aux États-Unis. Ils n'apportent pas des aides aux clochards, aux gens qui sont sans abri. Ils n'apportent pas des aides également. Comme l'a dit la dame, il y a des gens qui dorment dans les véhicules, dans les voitures, qui n'ont pas de quoi se nourrir. On ne les aide pas d'abord et on veut profiter d'une situation en Afrique pour venir apporter de l'aide. Ils veulent toujours nous faire passer pour des ridicules, nous faire passer pour des gens qui ne réfléchissent pas, qui ne sont pas capables de régler eux-mêmes leurs problèmes. Tout ça, comme l'a dit les panélistes, ce sont des stratégies pour pouvoir espionner, financer le terrorisme dans le Sahel et d'envie de déstabiliser les trois militaires. Aujourd'hui, ils ont un objectif, enlever tous les trois militaires au pouvoir. Et ça, ils ne le font pas de façon simple. Ils utilisent des personnes interposées en Afrique, surtout les chefs d'État qui sont à leur solde. Nous souffrons beaucoup avec cette situation. Donc, on parle de ça et l'ambassadeur s'échappe. Il fuit, il quitte le Niger. Mais on ne l'a même pas chassé. Il demande à partir. Il devait rester sur place. Et puis, les autorités militaires allaient chercher à comprendre, pour lui poser des questions. Pourquoi vous ne nous avez pas informés? Et vous avez financé à travers les ONG des aides. Les autorités nigériennes devaient chercher à comprendre cela. Au moment où on est en train de faire ça, lui, il s'échappe, il quitte le pays. Donc, on comprend par là qu'il y a un profond malaise. Ils ont un objectif, c'est de chasser ces militaires-là du pouvoir. Mais ils ne réussiront pas si nous sommes unis. Le vrai remède, c'est l'unité africaine. Il faut que nous soyons unis, il faut que nous soyons soudés et solidaires. Voilà. Donc, et je veux aussi parler de la dame algérienne qui a dit tout à l'heure qu'elle estime que le problème, même si on change la monnaie, ça ne va pas résoudre le problème parce que les terroristes sont payés en dollars. Mais, madame, d'abord, c'est déjà pas. La grande puissance d'un pays, c'est d'avoir sa monnaie. Nous avons remarqué ça. C'est d'avoir ça. C'est d'abord être grand. Il faut l'unité africaine, comme l'a dit le panafricanisme, comme l'a dit Kwame Nkrumah. Il faut qu'on s'unisse 54 États pour avoir au moins un poids, comme les États-Unis. Mais en même temps, il faut une monnaie commune. Une fois qu'on a une monnaie commune, on pourra rivaliser avec les autres continents. Donc, c'est très important la question de la monnaie. Quand il va avoir la monnaie, même si on paye les terroristes en dollars,
mais ça résout quand même un problème. Parce que souvent les terroristes, comme là, il y a eu la guerre ici, il y a des rebelles en Côte d'Ivoire qui ont été, quand ils étaient abattus par les forces de Côte d'Ivoire, on trouvait sur eux de l'argent. C'est-à-dire leur salaire était sur eux, ils ont ça en poche. Quand on les fouille, on trouve sur eux les billets. Donc, même s'ils sont payés en dollars, et qu'une fois qu'un terroriste est abattu et qu'on trouve un billet sur lui que c'est en dollars, on saura effectivement qu'il est financé par tel ou tel pays. Mais avec le franc CFA, il est difficile. Par exemple, 5 milliards qu'on a vu au Burkina Faso. C'est vrai, les enquêtes sont peut-être en cours, mais on ne peut pas trouver tout de suite la provenance de ces billets-là. Or, si on avait notre billet à nous, et que c'est nous qui contrôlions notre monnaie nous-mêmes, ça aura résolu un problème. Donc, je ne vais pas être long, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais laisser aussi la possibilité aux autres panélistes de réagir. Merci beaucoup à Forum Média. Merci à vous, Monsieur Goudi. Merci d'avoir participé et appelé ce matin depuis la Côte d'Ivoire. Et on va poursuivre la réalisation. Est-ce que le communiqué est déjà prêt? D'accord. Rapidement, avant de passer la parole au docteur Sango, c'est sur la question, effectivement, de la décision nigérienne. On a suivi, on a écouté Madame Labaroui, qui estime d'ailleurs que c'est une très bonne décision. On ne peut pas véritablement s'isoler, mais on peut imposer justement le respect, même en coopérant, bien sûr, avec, entre guillemets, ses ennemis. Le communiqué, effectivement, avec le concours de la réalisation des autorités nigériennes à ce propos. Un communiqué signé du 22 novembre dernier, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur porte à l'attention de l'opinion nationale et internationale que l'Union européenne a mis à la disposition du Niger, sans qu'il n'en ait fait la demande, un appui de 1,3 million d'euros pour l'assistance aux victimes des inondations survenues dans notre pays. Suite à cette mise à disposition, l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger a de manière unilatérale procédé à l'affectation de cette subvention aux ONG, notamment le Comité international de la Croix-Rouge, l'Adanish Refugee Council et la Cooperazione Internationale, au mépris des principes de transparence et de bonne collaboration avec les autorités nigériennes compétentes qui doivent guider la gestion et de l'assistance humanitaire. Pire, l'ambassadeur a procédé arbitrairement à la répartition par région de la dite subvention. Au regard de cette attitude qui jure avec les principes régissant les relations diplomatiques, l'État du Niger a décidé de commanditer un audit sur la gestion des fonds sus-mentionnés. Aussi, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens de l'extérieur appelle l'Union européenne à procéder à un audit pour savoir l'usage et la destination réelle des sommes allouées aux ONG concernées, fait à Niamey le 22 novembre 2024. Docteur Sango, la décision du Niger, bonne décision malgré les intentions connues qu'on connaît justement de ces États occidentaux contre les États africains. On peut coopérer tout de même avec eux. Il sera peut-être dangereux, peut-être difficile de s'isoler complètement, comme le veulent certains, une rupture radicale. Mais on peut coopérer, mais en imposant justement sa ligne, son respect. La décision des autorités nigériennes, je la respecte, mais je ne la partage pas du tout, parce que je pense que aujourd'hui, il est question d'aller au-delà. Il est question d'aller au-delà et je vais dire, peut-être pour ne pas entrer dans la même logique que Mme Linda, qu'il ne s'agit pas de s'isoler sur le plan international, mais d'isoler les ennemis du Niger sur le plan international. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Il ne s'agit pas que le Niger s'isole, non. Il faut isoler tous ceux qui ne veulent pas que le Niger se développe. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on intègre aujourd'hui le fait que l'isolationnisme sur le plan international ne doit pas toujours être conçu dans son sens péjoratif, d'accord? Ça peut aussi être un instrument, une tactique utilisée par des États
pour sauvegarder leurs intérêts. Et je pense que l'histoire nous montre à suffisance là-dessus qu'il y a un certain nombre de pays qui ont utilisé cette façon de faire, cette méthodologie, cette structuration pour se développer et sauvegarder leurs intérêts sur le plan interne et sur le plan international. Aujourd'hui, il est question pour le Niger de poser les bases pour être fort sur le plan international. C'est vrai, Mme Linda Labaoui dit qu'en 1945, quand naissait l'ONU, les États africains étaient absents. Quand naissait ceci, les États africains étaient absents. Mais ils étaient là, ils n'étaient pas absents. C'est justement parce qu'ils ne pesaient rien, ils ne représentaient rien sur le plan économique, sur le plan stratégique, sur le plan commercial. Ils ne représentaient rien et c'est pour cela qu'on ne pouvait pas les appeler sur la table des négociations. Il faut rappeler que la Chine n'a pas été, n'est-ce pas, n'a pas été parmi les pays qui ont gagné la guerre et qui ont participé à faire la création des machines des Nations Unies là. Non, mais la Chine s'est imposée aux Nations Unies par son poids économique. La Chine a aujourd'hui un siège au Conseil de sécurité comme membre permanent. Or, du point de vue historique, la Chine n'a pas été dans la guerre, ou du moins aux côtés des personnes, des États qui ont gagné la guerre. Parce qu'on pense aujourd'hui que c'est les États qui ont gagné la guerre qui ont développé et défini les stratégies des Nations Unies. Mais la Chine n'y était pas, mais elle s'est imposée. On a appelé la Chine justement parce que la Chine avait, n'est-ce pas, une imposition économique, un poids économique, démographique incontournable. Oui. Donc aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui avec les États africains. Les États africains doivent prendre le temps pour poser les bases économiques, pour poser les bases stratégiques, les bases militaires qui feront des véritables acteurs incontournables sur le plan international. Il n'est plus question de dire qu'il ne faut pas s'isoler. Non, il faut isoler les partenaires du Mali qui ne veulent pas que le Niger, le Mali, le Burkina Faso, bref, les États africains soient aussi des véritables acteurs sur le plan international. Donc, à mon avis, et c'est mon point de vue là-dessus, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, les autorités nigériennes, n'est-ce pas, auraient allé plus loin que cela, d'accord, en chassant définitivement cet ambassadeur-là de l'Union européenne, en prenant même cet argent, parce qu'il faut montrer aujourd'hui les actions de force. Le Niger pouvait même prendre cet argent et l'utiliser conformément aux orientations des politiques publiques du Niger. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. On ne blague pas avec l'avenir d'un État. On ne blague pas avec l'avenir d'une nation aujourd'hui. Et je pense que les autorités nigériennes doivent rester conformes à cela. Elles ne doivent pas baisser les bras. Elles doivent rester dans le sens des rapports de force et de la radicalité. Donc, en réalité, aujourd'hui, les autorités nigériennes doivent comprendre qu'il est important de choisir ses partenaires sur le plan international. Si les Nigériens, ou le Niger, le Burkina Faso et le Mali, par exemple, n'échangent pas avec l'Union européenne, est-ce que la scène internationale est seulement faite de l'Union européenne? C'est vrai, sur le plan des indices économiques, l'Union européenne est un acteur aujourd'hui important dans la structuration internationale. Tout à fait. Mais en réalité, on ne doit pas rester seulement dans cet indice-là. On doit comprendre qu'à côté de l'Union européenne, il y a aussi d'autres partenaires qui peuvent aider l'Afrique, n'est-ce pas, de se développer. Elle est, n'est-ce pas, aujourd'hui un acteur important sur le plan économique. Mais est-ce qu'on a besoin aujourd'hui des acteurs importants sur le plan économique qui ne veulent pas que l'Afrique se développe? C'est ça la question qu'il faut se poser aujourd'hui. De quel type de partenaires avons-nous besoin? Est-ce que nous avons juste besoin de faire des figurations sur le plan international, au sens de Mme Linda Labaoui? Non, on n'a plus besoin de faire des figurations. Je mets, n'est-ce pas, à défi quiconque aujourd'hui. Si on prend les États africains tels qu'ils sont structurés là aujourd'hui, on les convoque sur la table des réformes des Nations Unies, rien ne va avancer significativement. D'accord? Rien ne va avancer significativement parce qu'à l'intérieur, il y a un travail important de structuration des bases économiques qui n'a pas encore été fait. De structuration des bases stratégiques et qui n'ont pas encore été faites. Donc, il faut que sur le plan interne, les États africains
résolvent d'abord leurs problèmes internes, qui va même au-delà des États spécifiquement internes. Il faut poser la problématique des grands regroupements, la problématique de l'unité de la création de l'État fédéral du continent. C'est ça qui va faire peser l'Afrique sur le plan international. Aujourd'hui, si l'Afrique procède de cette façon, je vous dis qu'on n'aura pas besoin de l'appeler sur le plan des négociations internationales. Elle va s'imposer justement parce qu'elle regorge des indicateurs économiques incontournables. Donc, on doit savoir ce qu'on veut aujourd'hui. On ne doit pas procéder avec la théorie du caressement de l'ennemi. L'ennemi, lui, n'est pas là pour vous caresser. Au moment où vous pensez qu'il faut privilégier les mécanismes soft, il faut privilégier les mécanismes de la présence, l'ennemi est dans la dynamique de vous éteindre et de vous anéantir totalement. Parce que les annonces que les acteurs, les colons occidentaux ont annoncé de revenir en Afrique, ce ne sera pas un retour, n'est-ce pas, de la coopération et du partenariat. Ce sera un retour cette fois-ci pour poser des bases qui feront en sorte que l'Afrique reste fondamentalement sous le joug de la domination et de la colonisation. Donc, en réalité, éveillons-nous, ouvrons les yeux, intégrons la réelle politique. Il n'est plus question de privilégier la politique idéale. Non, la coopération, le partenariat, c'est bien. Oui. Mais des coopérations et des partenariats qui entrent dans le sens du respect des intérêts des peuples africains aujourd'hui. Donc, moi, je pense que si l'Union européenne est un partenaire important qui ne travaille pas pour les intérêts du continent africain, il est important que le continent africain isole ce partenaire sur le plan international et privilégie d'autres partenaires qui pourront permettre à l'Afrique de poser les bases de son développement économique. Merci à vous, Dr Sango. On a une dizaine de minutes avant de fermer. On va rapidement prendre le dernier téléspectateur qui est calé au standard. Ensuite, on verra si on pourra accorder 1 ou 2 minutes à chaque intervenant pour conclure. Allô? Oui. Bonjour la diva. Bonjour, monsieur. Oui, permettez-moi de saluer vos invités. Je vais saluer Dr Songo et je vais saluer Mme Linda Labaoui. Et saluer aussi les techniciens. Tranquille. Ceci étant dit, je pense qu'il est temps que les Africains doivent comprendre que nos frères qui sont allés de l'autre côté et que par l'esclavage, eux, on les a dispatchés un peu de partout. Il est temps que l'Union africaine travaille exactement pour eux. Il est temps que l'Union africaine travaille vraiment pour eux. Sinon, il faudrait que bas peuples prennent leur propre responsabilité afin d'aider leurs frères qui souffrent un peu. De façon de dire ce qu'il doit dire. Je pense qu'on a vu comment la France a essayé, je pense que c'était un pays là-bas en Europe, surtout la France, de pouvoir parler un peu mal de la Turquie. Il fallait voir comment la population turque a agi contre les intérêts français qui sont le directeur des Français. Mais l'Afrique peine sur ce chemin parce que l'Afrique courbe encore les chines devant ces Occidentaux-là. Et là, c'est extrêmement grave au XXIe siècle. Immédiatement, ce que Macron a dit, je pense que tous les pays africains, que leurs dirigeants aient agi ou pas, je pense que tous les bas peuples devaient agir contre les intérêts français. Nous connaissons les intérêts français en Afrique. Elles sont nombreuses. Et pourquoi les bas peuples n'agissent pas comme tels? Parce que nos frères souffrent un peu de partout. Et ça doit s'arrêter. Ce sont des gens qui ne comprennent que la violence. Et tant qu'on doit critiquer la violence sur eux, ils ne comprendront pas qu'ils sont en train de nous faire du mal. Ce qu'on assiste à Haïti là, c'est un carnage. Et quand vous voyez les endocolons qui nous font plus... Des petits soucis malheureusement de communication à votre niveau. Malheureusement, on vous a perdu
malheureusement, on va reprendre l'antenne. Merci en tout cas d'avoir essayé, d'avoir plus ou moins participé. On referme dans le standard et rapidement, très rapidement, on va sortir. Ce sera le mot de fin de nos invités pour ce matin. Madame Labaroui, pour sortir en quelques minutes, s'il vous plaît. Alors, vous m'entendez? Que les forces kenyans s'en présentent à Haïti, ce n'est pas pour mettre de l'ordre, c'était pour casser l'influence américaine et française, surtout aussi casser le monopole. Donc, pour la première fois, il y a une force étrangère qui n'a rien à voir avec la France et les États-Unis, qui est à Haïti. Le travail, c'est maintenant, le véritable travail va commencer dès maintenant. Surtout que ils ont une seule république qui est à côté, et c'est un Libanais qui est président de la République dominicaine. C'est lui qui a déclenché justement cette opération d'envoyer des forces de l'ONU. Donc le véritable travail, il commence. On a cassé la présence américaine et française à partir de là. Maintenant, deuxième chose. Moi, je veux bien, mais c'est les chiffres qui parlent et c'est la géopolitique qui parle aussi. Le Niger, quand il y a eu le problème, quand il y a eu le coup d'État, le Bénin a fermé son port, il a fermé la frontière. On a vu des morts, des gens qui sont morts parce qu'ils n'avaient plus d'insuline, des bébés qui sont morts. Donc, quand on ne produit pas son propre riz et sa propre pomme de terre, comment on veut s'affranchir? Avec le franc CFA, ok, on change le franc CFA. Mais tant qu'il n'y a pas la stabilité, tant qu'il y a ces groupes d'armées, c'est une armée secrète, les groupes terroristes. Aucun investisseur ne viendra. Moi, si j'ai de l'argent, je dois investir. Je n'irai ni au Mali, ni au Niger, ni au Burkina, ni en Côte d'Ivoire. Ni pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sécurité. La sécurité, déjà pour moi, personnellement, je ne parle même pas de rentabiliser et de récupérer son argent. Il n'y a pas, on déstabilise l'Afrique pour ne pas qu'il y ait des investisseurs. Les Russes ne vendront pas des semences à l'Afrique. Les Russes, c'est un bon partenaire pour se débarrasser de l'hégémonie américaine et occidentale, mais ils ont besoin de vendre leur blé. Donc, c'est pas leur intérêt de nous vendre des semences, ils vont nous vendre des armes. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Vous savez ce qui s'est passé il y a 72 heures? Eh bien, la Russie, pour la première fois, elle ne marche pas à 100% avec les Iraniens. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son intérêt de laisser continuer les Iraniens à fournir des armes à Hezbollah. Ce n'est pas son intérêt. Les États agissent avec intérêt, pas avec des sentiments. Et c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux Africains. Mettez les sentiments de côté quand il s'agit de faire une analyse. Parce que l'Algérie aide le Niger, mais l'Algérie, ben oui, c'est vrai que nous avons aussi des liens de sang dans le sud de l'Algérie, mais l'Algérie agit aussi avec un intérêt, c'est de stabiliser l'Algérie. Mais si le Niger n'est pas stable, l'Algérie n'est pas stable non plus. Donc l'Algérie agit avec pragmatisme, comme le Niger aujourd'hui essaye d'agir avec pragmatisme. Quand on ne produit pas le propre riz qu'on mange, comment on peut se défendre? La population, pourquoi il y a ces sanctions américaines? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Syrie? Ils ont, suite à un coup de fil, ce qu'ils appellent les sanctions Kaiser, c'est un coup de fil anonyme, on ne sait pas qui a appelé. Eh bien, ils ont sanctionné la Syrie et c'est là où le peuple s'est retourné contre Bachar el-Assad. C'est ça leur pratique, c'est ça la guerre hybride. Le Niger n'a pas les moyens de couper complètement avec l'Occident. Déjà, il faut dénicher les espions que nous avons chez nous. Le Niger, s'il y a une guerre qui se déclenche contre le Niger, et puis j'espère pas, eh ben, on va vivre le scénario Gaza. Qui a pu empêcher à ce qui se passe, les génocides qu'il y a à Gaza? On les affame, on les enferme, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de médicaments, on leur a mis un virus pour tuer les enfants. Mais personne n'a bougé. Personne, ni la Chine n'a intervenu, ni la Russie n'a intervenu. Vous croyez qu'elle va venir intervenir au Niger? Mais elle n'interviendra pas au Niger.
Alors vous prenez les pays de l'AES, ils ont eu les munitions. Qui leur donne les munitions? Est-ce qu'ils les fabriquent pour se défendre? Ils ne fabriquent pas les munitions. Donc il faut prendre la globalité des choses pour faire une analyse. Le Niger ne doit pas couper avec l'Occident. Ça, c'est mon avis. Maintenant, si je le dis, c'est parce que je sais que le Niger n'a aucune économie. Il peut changer sa monnaie, ça n'avancera pas, ça ne donnera pas à manger aux Nigériens. Il faut y aller tout doucement. Je vous ai envoyé un document où l'Algérie a chassé Caritas. Des années 90 jusqu'en 2022, on n'a pas pu les chasser. On les a chassés quand l'Algérie est devenue la première marine, la deuxième marine en Méditerranée. On a eu les Soroy 34, les Soroy 57. Mais l'Algérien a travaillé. Et c'est ce que le gouvernement nigérien, malien, burkinabé commence à faire. Mais on ne peut pas couper. Ils vont vous mettre une révolution comme ils l'ont fait dans les pays arabes, où ils ont tout déstabilisé, même la Libye, où le Libyen, il payait ni sa nourriture, ni sa maison. Ils l'ont sorti de chez lui. C'est ça qui est dangereux. Il faut éviter ces révolutions populaires. Et si le Niger commence à essayer de s'isoler en isolant l'Occident, sachant qu'il y a toute une diaspora de chez nous, même nous les Algériens, il y en a un qui a été arrêté il y a encore 2 jours, qui travaille pour la DGSE et pour la CIA et pour le Mossad. Donc il faut éviter dans tout ça et il faut y aller tout doucement en essayant. Le Niger a signé pour commencer à produire ses propres médicaments. Ça aussi, il faut le prendre en compte pour aussi investir dans l'agriculture. Tant que vous ne pouvez pas nourrir votre population et la soigner, ça reste dangereux. Et encore une fois, moi, mon ennemi, je ne l'éloigne jamais. Jamais. Je le laisse toujours tout près de moi. Comme ça, je peux moi aussi l'espionner, voir ce qu'il fait. Donc, prenez en compte l'économie nigérienne. Est-ce qu'elle peut assumer ou pas le fait d'isoler l'Occident? Et la Russie ne veut... Regardez là, la Russie, elle est en train de choisir un chemin. Je vous dis, la Russie et l'Iran, il y a un gros clash là depuis 72 heures. Parce que, quand il y a des économies qui commencent à se toucher, ça va pas. L'intérêt de la Russie, c'est d'arrêter cette guerre, et l'intérêt de l'Iran, qui est l'allié stratégique aussi de la Russie, c'est de continuer à alimenter Hezbollah et puis alimenter aussi la Syrie. Et là, ça va pas. Trump a promis des choses qui ne conviennent pas à l'Iran. Donc, faisons très, très attention quand on parle d'alliance et de partenariat. Faisons très attention. Les pays, les États ne sont pas des ONG. Et les États ne pensent pas avec le cœur, ils pensent avec le pragmatisme. Merci. Merci à vous, Madame Labarbi. Docteur Sango, on n'a plus que 2 à 3 minutes pour sortir avec vous. Oui, je pense qu'il est important de rester dans le contexte qui caractérise ces 3 États aujourd'hui. Oui. Le contexte, c'est la révolution. Oui. Et nous savons ce que c'est que la révolution. Oui. Vous avez fait plusieurs plateaux ici pour expliciter le terme de révolution. Tout à fait. Pendant la révolution, on ne doit pas penser que c'est des nuits de miel. On ne doit pas penser que c'est des moments roses. On ne doit pas penser que tout va se passer bien. Pendant la révolution, c'est le moment de serrer les manches pour comprendre que les situations seront difficiles. Okay. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Oui. Et c'est ça que je voudrais que Mme Linda intègre aujourd'hui. Il n'est pas question de penser la stabilité du Niger en restant dans le statu quo. Parce que si on reste dans la logique de Mme Linda Labarbi, on reviendra ici 50 ans encore après que le Niger serait dans la même situation. On doit rester cohérent avec l'histoire. Cette façon de faire ne va pas avancer les États africains. Je pense qu'il est important de souffrir quelques instants, quelques moments et d'embrasser son bonheur indéfiniment. C'est de ça qu'il est question. Et nous savons que tous les États qui sont aujourd'hui développés ont mené ce genre de révolution. La Révolution française a été un moment difficile pour la France. La Révolution chinoise, qui n'est pas encore achevée, a été un moment très difficile pour les Chinois. Pourquoi voulons-nous que la Révolution africaine soit une révolution douce, qui ne produise pas des moments difficiles? Non, soyons réalistes.
et c'est elle qui parle de temps en temps de la réalité. On doit être réaliste et comprendre que nous avons besoin aujourd'hui de serrer les manches, de dire non, d'avoir le courage de dire non à ce partenaire ou à ces partenaires qui ne veulent pas que l'Afrique se développe. Il n'est pas question de les caresser dans le sens du poil. Il n'est pas question de privilégier ces mécanismes classiques qu'on a toujours eu à privilégier. Il est question de dire non et d'assumer notre non. Sékou Touré, le regretté mémoire, s'il comprend encore certaines analyses que nous faisons aujourd'hui sur le plateau, quant à ce qui concerne le partenariat avec les États occidentaux, je pense qu'il se retournerait dans sa tombe et il aurait peut-être dit qu'il a combattu pour rien. Donc, je pense que, ayant aussi le courage de dire comme Sékou Touré, que nous avons besoin de la liberté, n'est-ce pas, dans la pauvreté que l'indépendance dans la domination. Donc, soyons cohérents et sachions ce que nous cherchons. Je pense et je réitère toujours qu'aujourd'hui, les États africains, soucieux de leur indépendance, doivent privilégier les mécanismes radicaux de déconnexion avec ces ennemis qui ne pensent que jour de nuit de la domination du continent africain. Eh bien voilà, merci à vous, Dr Sango, une fois de plus à vous, Madame Labarwi. Merci également à nos téléspectateurs qui ont participé à cette émission et ceux-là qui nous ont suivis à travers nos différentes plateformes. C'est donc la fin de votre programme For You Matin de ce lundi 25 novembre 2024. On a été très heureux de partager ces moments avec vous. On se retrouve certainement demain à la même heure, d'autres thématiques. D'ici là, portez-vous bien.